séance. Frédéric, a-t-on le quorum? Très bien. Allez, les derniers retardataires. Alors, je vais proposer, je vous demande de vous asseoir. Je propose que le plus jeune conseiller soit désigné secrétaire, donc Loris Martin, va faire l'appel. Bien. 1, 2. Bien. S'il vous plaît. Un peu de silence. Petit problème de son. Ah. Bien, merci Madame le maire. Bonjour à tous. Nous entendons. Monsieur Grégory Allione, Monsieur Jonathan Amiache, Monsieur Patrick Ardizoni, Madame Dominique Auger, Madame Magali Bayeul, Monsieur Fatih Benjilali, Madame Kayane Biancorata, Madame Brigitte Billot, Monsieur Cyril Blin, Madame Stéphanie Braise, Madame Carole Brière-Roquia, Monsieur Rémi Capot, Monsieur Pierre-Emmanuel Casanova, Monsieur Marc Secaldi, Monsieur Éric Chevalier, Madame Nathalie Chevillard, Madame Cécile Cristofari, Madame Agnès Dor, Madame Julie David-Copin, Madame Brigitte Deveza, Madame Sylvaine Di Caro Antonucci, Monsieur Cyril Diméo, Monsieur Laurent Dillinger, Monsieur Gilles Donatini, Madame Frédéric Dumichel, Monsieur Marc Ferraud, Monsieur Clément Frel-Cazenave, Monsieur Jean-Louis Gégère, Monsieur Jean-Christophe Grossi, Monsieur Hervé Guerrera, Monsieur Selam Adaoui, Madame Elisabeth Huard, Madame Sophie Joissin, Monsieur Salah Eddine Kouyel, Monsieur Philippe Klein, Madame Mireille Lazare, Madame Stéphanie Lenoir, Monsieur Hervé Liberman, Monsieur Loris Martin présent, Madame Perrine Mijato, Madame Anne Meyeren, Madame Valérie Michon, Monsieur Olivier Nalès, Monsieur Sébastien Nourian, Monsieur Marc Pénat, Monsieur Jean-Pierre Reine, Madame Antonia Sarrazal, Madame Laure Scandolera, Madame Marie-Pierre Sicard-Denuel, Madame Eva Tala, Monsieur Francis Tolland, Monsieur David Tessier, Madame Solène Tribidic, Monsieur Michael Zazoun, Madame Karima Zarkani-Rénal. L'appel est fait, Madame le maire. Merci. À présent, l'adoption des procès-verbaux de la séance précédente. Toujours Loris? Ah bon? Frédéric? Oui, il est Frédéric Gaëta. On ne lit pas les procès-verbaux de la séance précédente? Ah d'accord, très bien. Donc, apparemment, ils ont été envoyés à tous et de fait, le service de la séance me dit que s'il n'y a pas de demande de modification, je vous propose de les adopter. Donc, contre, abstention, parfait, merci. À présent, nous allons nous recueillir sur 3 minutes de silence pour la perte de 3 soldats français. Je vais vous demander de vous lever pour l'adjudant-chef Arnaud Frion, 43 ans, du 7e bataillon de chasseurs alpins déployé en Irak depuis janvier 2026. Une minute de silence pour le caporal-chef Anicette Girardin, 31 ans, engagé au Liban depuis le début de l'année 2026 au sein de la FINUL.
Une minute de silence pour le sergent-chef Florian Montorio, 40 ans, fier représentant du 17e régiment de génie, parachutiste, le RGP de Montauban, engagé lui aussi au Liban. Je vous remercie. Alors, je crois que le groupe Ex-Avenir, présidé par Marc Pénat et composé de 9 conseillers, a déclaré sa constitution par courrier. Hein? Voilà, donc nous pouvons l'acter. Donc le Conseil va étudier le budget primitif et les questions orales seront traitées à la prochaine séance. Ordre du jour, je passe la parole à Dominique Auger pour le rapport 01-01. Oui, bonjour à tous. Donc, rapport 01-01. Il s'agit d'un rapport que nous passons chaque année sur les taux d'imposition des taxes directes locales. Nous avons 3 impôts directs locaux, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Eh bien, je vous propose de conserver les mêmes taux que depuis aujourd'hui un nombre impressionnant d'années. Et je crois que ça, c'était vraiment un engagement de campagne. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Pénat. Oui, merci Madame le maire. Une observation qui ne concerne pas le taux de la commune, mais la part métropolitaine. Il y a une part métropolitaine dans la taxe foncière. Je l'ai regardée attentivement hier. Elle n'a fait qu'augmenter d'année en année. Elle a encore augmenté cette année. Et vu l'état des finances de la métropole, on peut supposer que ça va continuer. Donc il faut que les Aixois comprennent, lorsqu'ils ont entre les mains la taxe foncière, qu'il y a ces deux aspects. Alors vous êtes engagé à ne pas augmenter les impôts, mais pour les Aixois, il y a quand même une augmentation d'impôts qui est liée à la métropole. Or, la métropole, elle n'existe pas en soi, elle existe à travers la coopération entre les communes. Et donc, comme je l'ai déjà dit, c'est en quelque sorte lié. C'est lié, c'est important de le dire. Et d'une certaine manière, si la métropole en est là, c'est sans doute aussi, je le dis fortement, que l'équilibre entre les communes et la métropole n'est pas bon. Il n'est pas bon, je sais que je ne vais pas me faire des amis, il n'est pas bon pour la métropole. J'estime que sur ce territoire, et j'ai donc une voix différente de ce qu'il y a eu dans le dernier conseil métropolitain, j'estime que sur ce territoire, quand on compare avec d'autres métropoles, sur ce territoire, ce qu'on appelle notamment les attributions de compensation, dont les communes ont bien sûr besoin et qui a sa légitimité, il ne fallait pas effectivement les supprimer, bien qu'il y ait eu des changements dans leurs calculs, mais j'estime que dans la réflexion générale que doit avoir la métropole demain, elle ne peut pas se contenter de dire le méchant c'est l'État. On ne peut pas s'en tenir là, même si on peut tous dénoncer les rabots du dernier budget. Sauf que le dernier budget, une majorité l'a voté, y compris mon groupe. Donc il ne faudrait pas, vis-à-vis
des citoyens être un peu trop, comment dire, schizophrènes. Donc les Aixois voient tout de même une augmentation. Il y a ceux qui comprennent les choses et qui vous ont entendu et qui disent au niveau communal, ça reste pareil. Mais il y a ceux qui ne lisent pas véritablement leur feuille d'impôt et qui voient que cet impôt, notamment communautaire, a augmenté. Je ne me prononce pas sur le fond des raisons, on pourrait en parler pendant des heures, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je ne me prononce pas sur le fond, mais je veux bien expliquer aux citoyens aixois ce qui se passe. Et quant à moi, en dehors de cet appel à l'État et le fait qu'on va être mis sous tutelle, ce qui n'est pas rien, ce qui n'arrive presque jamais, je vais au-delà. Vous êtes vice-présidente, Madame le maire, donc vous participez de cet exécutif et il va falloir avoir une réflexion globale sur l'avenir de la métropole. Voilà. Et je vous fais confiance pour défendre les intérêts aixois, mais aussi défendre les intérêts métropolitains chaque fois que nécessaire. Car si la métropole n'a plus les moyens d'exercer ses compétences véritablement, par exemple en matière de transport, en matière d'habitat, par exemple, tout ce qui concerne l'habitat indigne, la métropole a une compétence. Aujourd'hui, cette métropole, dans ce domaine, est presque inexistante par rapport aux problèmes et aux sujets que nous aurons demain. Donc, j'alerte là-dessus, et c'est l'occasion, à travers le budget et à travers la taxe foncière, de le dire. Je n'attaque personne en particulier, mais je sais qu'en France, on a tendance à immédiatement s'en remettre à l'État. Il y a une belle formule, je ne sais plus de qui, mais je pense que c'est de Mendes France, qui dit pour les Français, l'État, c'est à la fois le problème et l'allié de tous. C'est-à-dire qu'en même temps, qu'il est le problème, paraît-il, on en appelle constamment à l'État. Je veux dire que dans cette métropole, moi, je serai l'État, je me poserai des questions sur l'argent que je vais mettre en fonction de l'avenir de cette métropole. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'avoue que là, je partage. Je crois que c'est un constat unanime qui a d'ailleurs été fait par les maires à la conférence des maires, où presque pas un seul n'a débuté sa prise de parole en disant que cette métropole était mal née, mal conçue, et que de fait, de toute façon, quelle que soit l'échéance, si ce n'était pas cette année, ce serait l'année d'après, voire dans 4-5 ans, mais on allait droit dans le mur. Là, ce qui se passe sur la métropole, c'est un projet assez simple, c'est qu'elle a beaucoup investi en matière de transport, aidée d'ailleurs en cela par l'État, mais dans le même temps, les recettes ne sont pas suffisantes pour compenser les dépenses. Donc, le budget annexe des transports a eu besoin de 117 millions d'euros qui lui ont été versés par le budget général. Et évidemment, ces 117 millions manquent pour boucler le budget. Dans le même temps, l'État a prélevé plus de 40 millions d'euros l'année dernière sur le Dilico et 60 millions d'euros cette année. Donc il est évident que si l'État continue à venir piocher d'une certaine manière dans les finances métropolitaines et que dans le même temps, en effet, les dépenses et les recettes du budget transport ne s'équilibrent pas, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, sauf le recours à l'impôt, ce à quoi il y a un refus tout de même très très majoritaire. Et moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout envie de mettre nos habitants, alors qu'ils connaissent bien d'autres difficultés, dans une situation difficile par rapport au prélèvement obligatoire. Et les entreprises aussi. Et les entreprises aussi, bien entendu. Elles existent aussi. Patrick Ardisoni l'a bien montré hier à The Camps. Après, il y a tout de même une piste qui demeure à fouiller. Ce serait celle de détacher les transports de la métropole, un petit peu comme sur le Grand Paris. C'est ce dont j'ai parlé au préfet de région, lequel n'a pas du tout été hostile à la démarche. Il m'a simplement dit ça ne se fera pas en un jour. Il faut au moins à peu près 2 ans minimum pour parvenir à un projet qui puisse être accepté au plus haut niveau de l'État. Voilà. Y a-t-il d'autres observations ? Bon,
Je passe donc cette délibération au vote. Contre, abstention. Très bien. Dominique, la 0102. Oui, peut-être avant de passer au budget, une remarque sur le commentaire de Marc Pénat. Quand je regarde ma taxe foncière, elle est là dans mon téléphone, mais pour ceux qui en reçoivent une, voilà, ils savent comment elle est constituée. Moi, j'aimerais bien en effet suivre la remarque de Marc Pénat pour qu'il y ait plus de clarté fiscale. Et en effet, quand moi je reçois ma taxe foncière, je vois que j'ai dedans un très grand nombre de colonnes. Et évidemment, ce que j'en comprends, c'est l'addition finale. Et la colonne de la commune, elle ne bouge pas, mais toutes les autres bougent. Et en effet, l'intercommunalité est passée de 1,80 à 1,99, les taxes spéciales de 1,17 à 1,19, la GEMAPI, etc., etc. Et en matière de clarté fiscale, je pense qu'il serait bon qu'il y ait une feuille d'impôt commune et puis une feuille d'impôt pour le reste. Comme ça, les gens pourraient dissocier et comprendre d'où vient en effet l'augmentation qui est en bas de la feuille et qui ne vient pas de la commune. Mais bon, une feuille d'impôt, c'est quand même assez compliqué à lire et je suppose que les gens ne font pas cette analyse-là parce que l'information est trop complexe à décoder. Voilà. Et rendre les choses complexes, les rendre obscures, peut-être est-ce un objectif. Oui, je le crois, effectivement. Mais un mot, comme j'ai regardé ça hier, la part de la métropole, enfin de l'intercommunalité, c'était 0,23. Là, on vient d'annoncer 1,90, c'est ça ? C'est pas rien, il faut que chacun comprenne ce que ça signifie après, selon sa situation, évidemment, en termes de taxes foncières, mais c'est vraiment important. Ça ne date pas que simplement là, d'un budget difficile à faire maintenant et au rabot de l'État. Comme vous avez dit, Madame la maire, il faut revenir au départ de la métropole et de quelle manière on pose les problèmes pour avoir une métropole de projets active au service des communes et non pas une métropole qui est finalement le problème. Voilà. Nous sommes bien d'accord. Voilà, 0102, Dominique. Voilà. Dans le Gros morceau du conseil municipal. Oui, dans le montant de la taxe foncière, si je regarde la part de l'EPCI, c'est à peu près 5%. Donc il faut aussi remettre les choses en perspective. Alors, passons donc au budget primitif 2026. Donc nous étions ici il y a 20 jours à peu près pour présenter le rapport d'orientation budgétaire. C'était une date inhabituelle, légalement possible mais inhabituelle. Et cette date pour le rapport d'orientation budgétaire, elle était liée à deux événements d'égale importance, me semble-t-il. D'abord, évidemment, les élections municipales, mais aussi le vote du budget de l'État qui est intervenu en février. Et donc, il nous manquait quand même beaucoup d'informations pour construire un ROB et par voie de conséquence un budget. Ça explique donc que nous n'ayons que 20 jours d'écart entre le ROB et le budget, ce qui veut dire que ce ROB était déjà fortement nourri d'informations et de chiffres. D'habitude, un ROB, c'est plutôt le mois de décembre, un budget, c'est plutôt janvier-février. Et évidemment, quand on présente un ROB au mois de décembre, eh bien, il est plus descriptif que précis. Or, celui que nous avons présenté au début de mois était déjà très précis avec une grande partie des chiffres que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour ne pas faire de redites entre ce ROB et ce budget lié à ces circonstances exceptionnelles, eh bien, je vous propose une polyphonie. C'est-à-dire que nous allons vous présenter ce budget à plusieurs voix. Je vais commencer par présenter en macro les grands chiffres et puis ensuite quelques élus feront un flash
sur des projets et des programmes qu'ils vont développer en 2026. Alors on aurait pu demander à tous les élus évidemment d'intervenir, mais évidemment, ça aurait été quelque chose d'un peu compliqué à manager. Alors, on a pris quelques informations qui nous semblaient représentatives et importantes, mais tous auraient pu parler et intervenir. Alors, point important, nous avons essayé de préparer une présentation visuelle pour rendre les choses un peu plus digestes. Bien qu'elle le soit quand même, je pense que ce budget et le document que vous avez reçu est très pédagogique et je voudrais remercier les nombreuses mains qui sont ici, qui sont à la direction des finances et qui ont rédigé le budget. Alors, point important, un budget. Pourquoi un budget? Eh bien parce que c'est la concrétisation financière des engagements que nous avons déjà discutés au travers du ROB. Donc on parle de finances, mais en réalité, on parle de projets pour la ville. Ces projets, vous vous en souvenez, dans le ROB, ils étaient déclinés en axes majeurs. Un axe concernant la proximité, c'est vraiment un point très important de cette majorité de Madame le maire. La proximité, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire la sécurité, on en reparlera tout à l'heure. Ça veut dire la propreté. Ça veut dire aussi l'environnement, rendre une ville agréable, paisible. Les services aux Aixois, maintenir une haute qualité de service public, ça c'est le deuxième axe, avec un point majeur qui a été décliné pendant tout le mandat précédent et qui continue à l'être sur celui-ci, qui est un accent mis sur l'éducation, les écoles, la transmission, développer un lien social entre les Aixois, créer du lien par des actions qui, par exemple, peuvent être des actions sportives, des actions culturelles, mais aussi des actions concernant l'urbanisme, créer vraiment des passerelles physiques entre les différents lieux. Le troisième axe, c'est penser la ville de demain. Nous savons que la ville va beaucoup évoluer. Évidemment, nous travaillons et nous réfléchissons à l'impact du changement climatique, mais aussi à l'impact du changement démographique, qui est celui que l'on constate aujourd'hui. Et donc, la ville de demain, y penser, c'est aussi agir par la rénovation urbaine, c'est aussi agir en développant les formes de mobilité et en les articulant les unes par rapport aux autres. Et c'est aussi rénover la ville, y créer de nouveaux lieux et de nouveaux équipements comme Pleine Nature ou le Cours Sextus, le Faubourg, qui est en pleine réhabilitation. La toile de fond de ces trois axes, c'est le quatrième axe qui est celui de prévenir et préserver le pouvoir d'achat des Aixois. On a parlé de fiscalité il y a quelques instants. C'est aussi chercher des ressources complémentaires chez des partenaires institutionnels, mais aussi privés. On va développer tout ça dans quelques instants. Est-ce que la télécommande humaine veut bien passer la diapositive suivante? Merci beaucoup. Voilà, le budget, 330 millions, en réalité c'est 330,5 millions, mais ça se mémorise mieux, je pense, comme ça. 330 millions d'euros. Un budget, c'est toujours organisé en deux sections. Une section de fonctionnement, une section d'investissement. Et le budget de fonctionnement en recettes cette année, c'est presque 240 millions d'euros, 237,7 précisément. Les dépenses, 222,1 millions d'euros, avec une stabilité, voire même une très légère diminution de ces dépenses, puisqu'on est à moins 0,1%.
Des recettes supplémentaires aux dépenses, ça permet de dégager une marge de 15,6 millions d'euros qu'on bascule dans le budget investissement. En complétant ce budget issu du fonctionnement par un certain nombre de recettes qu'on détaillera tout à l'heure, pour un montant de 64 millions d'euros, eh bien, on peut programmer des investissements qui sont à peu près à l'auteur de 80 millions d'euros. Dans cela, il y a du report des années antérieures et puis de nouveaux investissements dont on parlera tout à l'heure. Alors, ce montant financier de 330 millions d'euros, d'où vient-il? Voilà, merci pour la diapo suivante. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la majorité des recettes d'une ville, ce sont des recettes fiscales. La taxe foncière à Aix, les Aixois, la taxe foncière et les autres taxes directes dont j'ai parlé tout à l'heure, si on les additionne les unes aux autres, eh bien cela représente pratiquement 110 millions d'euros. C'est pour ça que lorsque nous avons échangé sur l'Europe précédemment et que certains avaient évoqué peut-être l'augmentation de la fiscalité, c'est bien de voir quels sont les montants qui sont déjà là. Donc, cette ligne-là, c'est une ligne qui vient directement dans les caisses de la ville. Nous avons aussi de la fiscalité qui transite par notre métropole. Cette fiscalité, à peu près 57 millions d'euros. Vous voyez que j'ai mis des petits points à côté pour dire que le montant était étal avec une AC de 55 millions d'euros. Et une dotation de solidarité communale de 1,6 million d'euros. Il y a d'autres éléments, mais je ne voulais pas alourdir la présentation. La totalité des éléments, vous les avez dans le document. Et j'ai mis en rouge pour être en lien avec ce que Madame le maire vient d'exprimer tout à l'heure, la dotation globale de fonctionnement, qui est donc la dotation de l'État. Donc nous payons un certain nombre d'impôts à l'État et l'État nous en transfère une partie. Cette dotation globale de fonctionnement, elle baisse cette année de 4,9%, elle est à 9,7 millions d'euros. Mais ce qu'il faut retenir et ce qui est important, c'est qu'elle a baissé de 50% sur les dernières années. Sur les 15 dernières années, elle a baissé de 15 millions d'euros. Voilà, et donc il faut faire avec ces diminutions. Alors justement, je fais un petit focus sur quelque chose qui m'agace beaucoup, qui est l'éternelle histoire des compensations fiscales. Donc le principe, c'est que l'État fait une réforme fiscale, peut-être justifiée, pourquoi pas, et cette réforme fiscale qui nous impacte, en pratique, en théorie, elle doit être compensée fiscalement, mais chaque fois qu'il y a une réforme fiscale, c'est toujours la même histoire. La première année, ça va, la deuxième, ça diminue, et ainsi de suite. Je prends l'exemple, en 2021, le gouvernement, peut-être à juste titre, décide le dégrèvement de la taxe foncière pour les locaux industriels. Il modifie les bases fiscales, il les diminue de 50%, et il nous compense. Eh bien, cette année, en 2026, la compensation a baissé de 300 000 euros. C'est une somme quand même très importante. Et c'est une diminution de 13,2%. Je pourrais prendre d'autres exemples comme celui-là. C'est pour illustrer mon propos. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Dans les recettes fiscales de fonctionnement, il y en a d'autres aussi, comme les droits de mutation qui sont assez élevés à Aix parce que c'est une ville qui est attractive et donc il y a un marché immobilier qui est assez dynamique et donc ces droits de mutation nous rapportent 12,5 millions d'euros. Nous sommes une ville qui a le privilège, parce que nous fûmes une ville thermale, d'avoir un casino. Et il y a une réglementation très précise des casinos qui fait que les villes qui les hébergent eh bien, ont droit à une partie du produit des jeux. Et comme le casino d'Aix est le 3e casino en France,
après le casino d'Anguien, et le second, j'ai oublié le nom, mais c'est un nom, c'est juste à côté de Mulhouse, voilà. Nous sommes le 3e casino, et non, c'est un nom à consonance plus alsacienne, voilà. Monensheim ou quelque chose comme ça, voilà. Voilà, merci. Voilà, donc ce produit des jeux est très dynamique parce que le casino est lui-même assez imaginatif et en particulier il accueille depuis 3 ans des tournois de poker qui sont les premiers en Europe. Voilà. Taxe de séjour aussi, 3,2 millions d'euros, nous la reversons à l'Office du tourisme. Et cette taxe de séjour, comme vous le voyez, elle est elle-même élevée, témoignant aussi d'une attractivité touristique de la ville. À côté de ces recettes fiscales, on a des recettes en propre. Merci pour la diapo suivante. Eh bien, pour donner quelques exemples, nous avons des recettes liées au stationnement, 5 millions d'euros, une augmentation liée à un redécoupage du territoire en matière de tarifs. Nous avons des redevances du domaine public, voilà, pour 3 millions d'euros. Nous avons aussi un patrimoine immobilier important. Une partie de ce patrimoine est liée et louée. Ça nous rapporte 3,7 millions d'euros. Et puis, nous avons toute une série de produits d'exploitation, comme par exemple les billetteries de nos théâtres. Et cette année, c'est en baisse, mais bon, je voulais mettre ce petit clin d'œil parce que, évidemment, si l'année dernière, c'était 4,4 millions de plus, eh bien, c'était parce qu'il y avait l'année Cézanne qui a été le succès que vous connaissez. Et malheureusement, il n'y a pas une année Cézanne tous les ans. Donc, voilà. Et ces recettes en propre, pour nous, cette année, c'est un peu moins de 30 millions d'euros. Alors, on a aussi des recettes, cette fois-ci, dans notre budget d'investissement, des recettes pour investir. On récupère de la TVA sur les investissements qui ont été faits l'année d'avant, pour à peu près 10 millions d'euros. On a beaucoup de subventions d'équipement parce qu'on a des partenaires qu'on a su séduire et convaincre par la qualité de ce qui est fait à Aix. Donc pour 12,3 millions d'euros, ces subventions-là, elles nous viennent de tous les partenaires possibles et imaginables. Ça veut dire l'Europe, l'État, la région, le département, la métropole. Nous empruntons. Alors, pour faire un budget, évidemment, on se donne une marge d'action. Cette année, elle est de 24 millions d'euros comme l'année dernière, mais l'année dernière, on verra dans le CFU au prochain conseil municipal que nous n'en avons consommé que 15 millions. On a prévu des sessions d'actifs, un sujet dont on avait d'ailleurs discuté la dernière fois. Un patrimoine important, compliqué et coûteux à entretenir. Et puis les fameux 15,6 millions dont j'ai parlé tout à l'heure, qui basculent du budget de fonctionnement. Alors tout ça, c'est pour faire un certain nombre de dépenses, et ça sera presque ma dernière diapositive. Donc dans la section de fonctionnement, qui était à 222 millions, celle dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il s'y passe? Eh bien, il y a du personnel à Aix et ce personnel, il est en proximité des Aixois pour une grande partie d'entre eux et il représente 59,9% du budget, soit pratiquement 133 millions d'euros. Pour les 89 millions d'euros restants, eh bien, on fait fonctionner les services, bien sûr, pour à peu près 32 millions d'euros. On a une politique de subvention qui est historique et qui a été, que Madame le maire souhaite maintenir. Et donc, actuellement, c'est à peu près, évidemment, je n'ai pas pris mes lunettes, 26 millions d'euros, j'espère que c'est ça. 26 ou 28? 26. 28, merci. Voilà. Et puis des fluides qui sont à 13 millions d'euros. Chaque fois qu'on donne ce chiffre, on pense avec émotion au montant des fluides d'avant,
d'avant la guerre en Ukraine, c'était pratiquement la moitié. Voilà, donc pour ne pas être plus longue dans les chiffres, on va désormais passer à notre polyphonie. Voilà, et donc quelques minutes pour parler du sport, de la culture, de la sécurité et des écoles. Et puis, dernière diapo, et on reviendra en arrière après. Dernière diapo. Il n'y a pas de dernière diapo. Bon, il devait y en avoir une qui est la même, mais en vert. Et sur cette dernière diapo, il y aurait marqué le budget vert. Ah ben voilà, le budget vert de la commune. Donc, les 5 élus en charge de tout cela vont prendre la parole. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer entre le sport, la sécurité, les écoles, la culture. Allez, le sport. Merci beaucoup, Madame le maire. Je ne peux pas commencer ma première intervention au conseil municipal sans remercier et saluer mon prédécesseur, Francis Tolland, qui a veillé et développé le sport sur Aix-en-Provence pendant les 3 mandats précédents en associant tous les agents municipaux de la direction des sports de la ville d'Aix-en-Provence. Le sport a toujours été un des marqueurs du cadre de vie des Aixois et des priorités de la ville. Le patrimoine sportif comprend plus de 363 000 m² d'air, d'évolution hors gazon, d'ornement et 38 600 m² de bâti. Ce sont 60 disciplines sportives représentées, 22 équipes évoluant au niveau national, 300 associations sportives ou structures privées et plus de 14 000 licenciés dans les clubs conventionnés. Quand on ajoute les pratiquants libres non licenciés, ce sont 37 000 pratiquants de sport, soit au total 25% de la population aixoise. Labellisée ville active et sportive et ville européenne du sport, ayant accueilli l'équipe de France de rugby en 2023 et la Flamme olympique en 2024, marquant ainsi la place essentielle que joue le sport à Aix. Un nouveau mandat qui s'ouvre et que nous entendons aussi riche. En effet, le sport incarne les valeurs essentielles comme le respect, la discipline, le dépassement de soi. C'est l'esprit sportif aixois que nous diffusons dans nos écoles publiques. S'il est pratiqué pour la performance, il est aussi pratiqué pour le plaisir. Il est bénéfique pour la santé, pour l'éducation et pour l'intégration sociale. C'est pourquoi Sophie Joissin, notre maire, a fait le choix en 2024 de récupérer 5 équipements sportifs métropolitains, dont 3 piscines, et que nous avons réalisé et inauguré le projet phare du mandat précédent, la réhabilitation intégrale de la pleine nature et sportive Carcassonne. Le budget prévisionnel proposé répond à différents enjeux. Et il est une nouvelle fois ambitieux. Il s'établit autour de 3,2 millions d'euros de dépenses de fonctionnement et de 810 000 en investissement et permet le soutien au mouvement sportif, l'animation sportive de la cité, la construction, l'entretien, la maintenance et la gestion des équipements. Le soutien au mouvement sportif repose essentiellement sur l'attribution de subventions qui sont valorisées à hauteur de 1,6 million d'euros. Ces aides versées à une centaine d'associations participent à la mise en œuvre de projets sportifs balayant un large champ allant de l'initiation à la performance en passant par des projets ciblés tels que le sport santé ou l'inclusion par le sport et enfin l'organisation de manifestations. Tous les créneaux et équipements sont mis à disposition gratuitement par la ville. Ou encore l'aide logistique à l'organisation de compétitions et événements sportifs. Il faut ajouter 104 000 heures qui bénéficient aux associations, qui n'apparaissent pas au budget, mais qui doivent être valorisées dans les comptabilités des associations bénéficiaires comme aide en nature. Concernant l'animation de la cité et au-delà de l'action du milieu associatif, 26 éducateurs sportifs municipaux interviennent auprès des scolaires, des enfants, des adultes et des seniors. Cela représente près de 200 heures semaine d'intervention des éducateurs territoriaux activités physiques sportives de la ville, plus tard appelés ETAPS, sur le temps scolaire dans les écoles ou les piscines. 40 000 de fonctionnement sont dédiés à la réalisation des projets sportifs développés par les éducateurs. Ces interventions marquent le positionnement éducatif et sportif de la ville et se concrétisent notamment par la mise en œuvre de dispositifs tels que le savoir nager qui touche 220 classes par an de primaire et 130 classes du secondaire et le savoir rouler à vélo qui a permis la sensibilisation de plus de 7 000 enfants des écoles aixoises en 2025. Les actions menées en lien avec la politique de la ville, le CCAS ou la participation au club inclusif porté par le comité paralympique sportif français complètent l'intervention des ETAPS.
En matière d'événementiel, la ville renouvelle son soutien aux 2 grands événements internationaux que sont l'Open de tennis. Les prestations de communication faisant l'objet d'un marché public passé par la ville permettent à l'organisateur d'obtenir des recettes et rend accessible gratuitement le tournoi à tous les spectateurs. Et l'Ironman pour un montant cumulé, les deux de l'ordre de 182 000 €. L'organisation en régie du Salon des Sports positionne la ville comme le partenaire des clubs en offrant un lieu d'exposition et de rencontre à l'orée de la saison sportive, permettant à près de 10 000 Aixoises et Aixois d'essayer, de comparer et de choisir leur activité. L'une des propositions de la campagne électorale passée est d'organiser un rendez-vous régulier avec les associations sportives, non seulement pour parler de projets sportifs, mais également pour aider les clubs à se professionnaliser sur la partie de leurs recettes. Cela concerne notamment le fait, pour la ville, d'aider financièrement les associations sportives qui en ont vraiment besoin au regard de leur bilan comptable, et d'autre part de les accompagner dans la mise en place d'un écosystème de financement privé, comme cela se fait dans le monde de la culture. À terme, ces décisions peuvent avoir un impact positif sur les dépenses du budget des sports. Pour les équipements sportifs, qui pour l'essentiel sont gérés en régie et qui génèrent une dépense d'entretien courant de l'ordre d'1 million € en fonctionnement, sport et piscine, et de 500 000 € en investissement pour le renouvellement des biens. La direction des sports investit pour développer, sécuriser et moderniser son patrimoine sportif. Je saute les présentations des quelques exemples pour ne pas alourdir mon propos. Offrant ainsi des lieux pratiques pour tous, répondant à la fois aux exigences des normes et obligations fédérales, mais aussi pour faciliter l'accueil d'un public privilégiant une pratique libre et autonome. Le développement des aires d'activité en accès libre, la réfection au sol sportif de stades et gymnases sont autant d'exemples de réalisations portées ou soutenues par la direction des sports, auxquelles doivent s'ajouter les grandes réalisations inscrites au PPI, comme la pleine nature Carcassonne. À noter le mode de gestion particulier de l'ARENA en délégation de services publics qui génère une dépense de fonctionnement. Hervé, est-ce que tu peux juste un petit peu t'éloigner de ton micro? Voilà, merci. Fonctionnement de 500 000 € par an, montant fixe contractuel, totalement équilibré en dépenses et en recettes, puisque la redevance d'occupation et de domaine public qui rentre dans les caisses de la ville est d'un montant équivalent. Donc pour un coût de fonctionnement nul pour la ville. Ce budget prévisionnel confirme le choix fait depuis plusieurs années pour offrir aux Aixois une pratique répondant à leurs aspirations, leurs besoins ou leurs disponibilités. Que ce soit pour répondre au secteur associatif ou pour permettre une pratique libre hors cadre fédéral dans des équipements ou des aménagements adaptés. Il reflète ainsi la volonté affirmée d'amélioration du cadre de vie des Aixois et de leur quotidien, tout en participant à la construction de la ville de demain. Permettez-moi, chers collègues, de finir en vous rappelant les résultats d'une étude sur l'impact social, sociétal et économique du sport réalisée par le Cosmos, qui conclut qu'1 € investi dans le sport génère une économie directe ou indirecte des dépenses publiques d'au minimum 13 €. Grâce à cette étude, des partenaires sociaux ont démontré de manière tangible les multiples bienfaits du sport en termes de réussite éducative et d'insertion professionnelle, de santé et de bien-être physique ou mental, de cohésion sociale, de répercussions économiques directes et indirecte. Merci Madame le maire. Merci beaucoup Hervé. Je vais demander à Marc Secaldi maintenant de nous parler de culture et de budget. Mais bien volontiers, Madame le maire. Oui, je crois que sur la culture, tout le monde est au courant quand même des grandes manifestations qui sont présentées dans cette ville, donc des manifestations et aussi des équipements, et dans tous les domaines. Je crois que le théâtre, la danse, la musique, la littérature sont en effet des secteurs où la ville est extrêmement dynamique, en effet avec encore une fois des structures lourdes qui sont bien aidées par la ville, mais par d'autres collectivités aussi, et puis un tissu associatif qui est très dense. Et donc on a beaucoup d'associations qui participent à ce dynamisme de la ville et que nous aidons parfois un peu plus lourdement, un peu plus modestement, mais en tout cas qui constituent pour nous une richesse importante que la ville entend continuer à préserver et amplifier. Donc tout ça fait un ensemble en effet qui offre à cette ville, je dirais, des multiples opportunités, et puis aussi une qualité des acteurs culturels que vous connaissez, je pense que vous reconnaissez, que ce soit encore dans tous ces domaines. Avec quelques pôles, notamment il y a le pôle sur les arts numériques, avec le Chronique, qui est une manifestation, une association qui est soutenue par la ville, donc quelque chose de nouveau aussi, si je puis dire, dans le champ culturel de la ville, et dont on attend finalement beaucoup. Alors,
Je dirais qu'il y a aussi les manifestations, je vous parlais des festivals, vous les connaissez tous, mais des manifestations comme par exemple en ce moment la Biennale qui est offerte à tous les Aixois de manière gratuite dans plein de lieux. Donc vous avez pu voir le programme de maintenant jusqu'à juin, mais aussi bientôt de septembre à octobre, si je ne me trompe pas. Donc là aussi, si vous voulez, beaucoup de propositions aux Aixois dans tous les domaines, que ce soit les arts visuels, le patrimoine, le cinéma, la danse, tous les domaines, je crois, sont couverts et toutes les associations y participent. Avec aussi, si vous voulez, l'intérêt pour, je cite l'école d'art aussi, qui, à travers ses étudiants, intègre un certain nombre de manifestations. Je crois que c'est important, en effet, qu'une école de la ville puisse rayonner à travers diverses manifestations. C'est un signe d'ouverture, je crois qu'il est important qu'on ne souligne pas assez. Et donc, si vous voulez, cet ensemble-là, je pense qu'il est un peu unique, on peut le dire. Et donc, en ce sens, nous sommes assez chanceux dans ce ville. Je vais vous remercier, Madame le maire, qui apporte tout son appui à ce champ-là. Et parfois, il faut aussi discuter avec les uns et les autres. Et nous avons là quelques pistes de travail que je pense soumettre en prochain conseil municipal sur la structuration d'un certain nombre de dispositifs qui, me semble-t-il, seront utiles dans les années à venir. Voilà ce que je peux dire, Madame le maire, sans rentrer trop dans les détails, à moins qu'il y ait des questions plus précises. Merci beaucoup, Marc. Mireille ? La sécurité. Madame le maire, mesdames, messieurs, la sécurité est une priorité constante. Cette exigence s'inscrit dans la ligne claire portée par Madame le maire et son équipe municipale: protéger les Aixois, préserver la tranquillité publique, défendre la qualité de vie de tous les Aixois, dans tous les quartiers et dans tous les villages. À Aix-en-Provence, la sécurité n'est pas abordée comme un sujet isolé. C'est le cadre préalable et indispensable à l'exercice de toutes nos libertés. Transversale, elle touche à la vie quotidienne, à la liberté de circuler, au respect de l'espace public, à la sérénité des familles, des commerçants, des jeunes et des seniors. Elle suppose une présence de terrain, des moyens adaptés, une réponse ferme aux incivilités et une coopération étroite avec les forces de l'État, c'est-à-dire la police nationale. Dans un contexte où les attentes des Aixoises et des Aixois sont très fortes, nous faisons le choix de ne pas subir, nous faisons le choix d'agir, d'investir et d'assumer pleinement nos responsabilités. La ville a déjà renforcé ses moyens de manière significative. La police municipale compte aujourd'hui à peu près 150 agents, soit environ un agent pour 1000 habitants. Le parc de vidéoprotection a été porté à plus de 500 caméras et nous avons également obtenu auprès du ministère de l'Intérieur, grâce à Madame le maire, 12 agents supplémentaires de police nationale. Cette ambition repose aussi sur des décisions concrètes prises pour répondre aux réalités du terrain. Des arrêtés municipaux ont été mis en place contre les regroupements gênants pour imposer la fermeture des supérettes de nuit entre 22h et 7h du matin ou encore interdire aux deux roues de traverser certaines rues piétonnes en période de forte affluence. L'objectif est simple: faire respecter les règles communes et préserver la tranquillité des habitants. La proximité est aussi un autre pilier de cette politique. 2 postes mobiles de police municipale ont été déployés pour aller au contact des habitants dans les quartiers et les villages, et c'est un dispositif très apprécié par les Aixois. La ville accompagne également le dispositif de participation citoyenne. Il y en a actuellement 35 présents dans différents quartiers et dans différents villages qui permettent d'associer les habitants à la vigilance collective. La sécurité, c'est aussi la lutte contre les incivilités du quotidien. La brigade de l'environnement a été renforcée avec 6 agents et 2 gardes champêtres afin de mieux constater, de mieux prévenir et verbaliser les atteintes au cadre de vie. Les dépôts sauvages, les nuisances, le non-respect de l'espace public, ces sujets ne sont pas secondaires car ils pèsent directement sur notre qualité de vie. Et pour prouver l'importance que Madame le maire attache à cette lutte quotidienne, elle a choisi de confier la délégation de la police de l'environnement à un conseiller municipal dédié, M. Salam Adawi.
Pour les années qui viennent, nous poursuivons cet effort. L'objectif est d'augmenter les effectifs de la police municipale, évidemment, de renforcer les agents de surveillance de la voie publique, les ASVP et de la brigade de l'environnement, et de poursuivre le déploiement de la vidéoprotection, notamment aux abords des établissements accueillant les enfants, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. La ville veut également moderniser ses outils. L'agrandissement du centre de supervision urbain permettra de gagner en réactivité, d'assurer une réponse plus rapide. Et la construction d'un nouveau commissariat de police municipale renforcera cette organisation en regroupant des moyens plus performants et mieux adaptés aux besoins du terrain. Dans le même esprit, l'engagement dans le réseau Radio du Futur, c'est un projet qui vous sera présenté au cours de cette séance, constituera une avancée importante. Ce dispositif national permettra des communications sécurisées, plus rapides et plus efficaces, avec la possibilité de transmettre des informations, des images et des données en temps réel. C'est un outil concret pour mieux coordonner l'action entre la police municipale, la police nationale, la gendarmerie, les pompiers et le SAMU. La présence de proximité sera aussi renforcée par le déploiement de 2 nouvelles bases de police municipale, l'une au nord et l'autre au sud de la ville, en complément de la base du cours des Minimes, qui sera, elle, rénovée. L'objectif est d'être toujours plus proche des habitants, plus visible, plus réactif, et de mieux couvrir l'ensemble du territoire communal. La prévention est elle aussi indispensable. Le travail conduit dans le cadre du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et le projet LIMITS, qui permet de détecter et limiter l'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants, sera poursuivi. Fermeté et prévention ne s'opposent pas, elles se complètent. La sécurité est, je le répète, une condition de la liberté. Elle permet à chacun de vivre, de travailler, d'élever ses enfants, de se déplacer et de profiter de notre ville dans un cadre apaisé. À Aix-en-Provence, cette exigence restera au cœur de l'action municipale, avec sérieux, avec constance, avec responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup Mireille. Carole, sur les écoles. Très bien. Madame le maire, mes chers collègues, comme vous le savez, l'école est et restera une priorité majeure de nos actions municipales. Les enfants, les familles aixoises sont au cœur de nos engagements. Et le Carole, futur... peux-tu te rapprocher un petit peu du micro, à l'inverse d'Hervé tout à l'heure? Ok, c'est qu'une question de mesure, comme toujours. Donc je reprends, je disais donc que l'école est et restera une priorité majeure de notre action municipale. Les enfants et les familles aixoises sont au cœur de nos engagements et le futur projet éducatif de territoire, à partir de 2027, viendra renforcer cette ambition. Cette ambition qui se traduit concrètement au travers de notre plan Bien vivre à l'école, qui agit à tous les niveaux de la vie de l'enfant. D'abord, la qualité de l'accueil. Nous faisons le choix fort de maintenir une ATSEM par classe avec un investissement global de 20 millions d'euros de masse salariale pour garantir la présence d'agents dans 76 écoles de la ville sur tous les temps de la journée. Je reprends donc 20 millions d'euros de masse salariale sur 132 millions d'euros dont Dominique parlait de fonctionnement total pour le personnel, ce qui constitue, comme vous le comprenez, une masse salariale importante. Ensuite, la qualité de la restauration scolaire qui, comme vous le savez, grâce à notre cuisine centrale, qui fête cette année ses 20 ans, propose des repas de grande qualité, dépassant les standards réglementaires, tout en maintenant un effort important de la collectivité, puisque les familles ne supportent en moyenne que 30% du coût réel d'un repas. Nous agissons également pour l'épanouissement des élèves, avec des dispositifs concrets, réussite, éducation, ateliers coup de pouce, savoir rouler, savoir nager, autant d'actions qui contribuent à l'égalité des chances pour tous. Parallèlement, nous poursuivons un effort massif sur le patrimoine scolaire avec un programme de végétalisation, dont on a déjà entendu parler, un programme de végétalisation des cours à hauteur d'1 million d'euros par an et un plan ambitieux de rénovation thermique. À partir de 2026, ce plan est non seulement maintenu, mais il va être aussi renforcé. En fonctionnement, ce sont donc 3 millions d'euros supplémentaires, soit un total de 23 millions d'euros au total, qui permettront de maintenir nos engagements en matière d'encadrement, de poursuivre
nos actions éducatives, avec notamment 220 000 € pour l'éducation artistique et culturelle et 280 000 € pour le programme idéal sur le temps méridien. En investissement, près donc, de 5 millions d'euros sont sanctuarisés chaque année avec des projets structurants comme la rénovation complète de l'école d'Ancagnane pour 4,3 millions d'euros qui débutera en 2026. Bien, encore quelques chiffres pour vous assommer et j'en finirai. Concrètement, ce sont donc 1,6 million d'euros pour les écoles privées sous contrat, 5 millions d'euros pour le fonctionnement pour la caisse des écoles, dont 300 000 € financés par la ville, 1 million d'euros pour les centres aérés, 4 millions d'euros pour les 900 berceaux des crèches municipales et 650 000 € de subventions aux crèches associatives. Vous voilà presque libérés. Au-delà donc de ces moyens, une véritable vision éducative que nous portons dans le cadre du projet éducatif de territoire, ce fameux PET, qui sera renouvelé à partir de 2027 pour continuer à structurer une politique cohérente sur tous les temps de l'enfant, scolaire, périscolaire et familial. Vous l'aurez compris, Madame le maire, mes chers collègues, cet engagement est massif, structurant et durable. Il traduit notre volonté de garantir à chaque enfant les meilleures conditions d'apprentissage, d'épanouissement et avant tout de réussite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Carole. Là, nous allons nous adresser à Julie pour le budget vert. Merci, Madame le maire, mes chers collègues. Alors, je ne vais rien vous apprendre, hein, les transitions que l'on connaît, on les vit tous, hein, que ce soit par la facture que l'on reçoit, notre facture d'énergie, que ce soit l'air que nous respirons tous les jours, ou encore les étés provençaux qui nous attendent, encore un cette année qui risque d'être encore compliqué à vivre. Et bien, ces transitions, en fait, elles nous obligent très clairement. J'aimerais commencer mon propos par un point qui est essentiel. Depuis l'exercice 2024, la loi impose aux collectivités de présenter dans le cadre du CFU une annexe verte qui est consacrée à l'impact environnemental des dépenses d'investissement. Sauf que nous, à Aix-en-Provence, on a fait un choix très différent. On a fait un choix qui est beaucoup plus ambitieux, qui est celui d'aller plus loin que ce que la loi nous exige de faire et de répondre. Dès 2025, on a donc étendu cette analyse à l'ensemble du budget primitif en nous appuyant sur les 6 axes de la taxonomie européenne. Alors, pour ceux qui ne sont pas toujours très au fait de la taxonomie européenne, je vais vous rappeler les 6 grands axes. Ils sont importants, hein, ils sont importants parce que ils nous montrent finalement que nous fondons sur des indicateurs. Et les indicateurs, quand on parle de développement durable, ils sont absolument essentiels parce que c'est ce qui nous permet de mesurer notre impact. Ces 6 axes, ils sont donc l'atténuation du changement climatique, l'adaptation et la prévention des risques, la gestion de l'eau, l'économie circulaire et les déchets, la lutte contre les pollutions et la préservation de la biodiversité. Et donc, moi, finalement, je vois vraiment ce budget vert comme un outil de pilotage. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il n'est pas figé, c'est pas une photographie. Hein. Il faut le voir sur du long terme. Et puis, on le sait tous, hein, les actions que nous menons en faveur du développement durable et des transitions en général doivent se voir sur du long terme. Et donc, de prendre vraiment du recul nécessaire sur toutes les actions que l'on engage. Je vais vous détailler des chiffres parce que les chiffres, c'est important, surtout quand on parle de budget. Donc, hors masse salariale, la démarche environnementale couvre près de générale couvre près de 149 millions d'euros. Et sur cet ensemble, on est à un peu moins de 23 millions d'euros de dépenses qui présentent un impact environnemental positif, soit environ 15% du budget. Ces dépenses, elles se structurent de la façon suivante: 61% sur le climat et l'adaptation, un peu plus de 22% sur l'eau, les déchets et la pollution, et quasiment 17%, on est à 16,6% sur la biodiversité. La répartition, en résumé, elle traduit une stratégie qui est assez équilibrée: agir sur l'urgence, on renforce la résilience et ensuite on améliore évidemment le cadre de vie de nos concitoyens. Concrètement, comment ça se traduit dans nos investissements ? Là, moi, je parle de rénovation évidemment énergétique de nos équipements, les mobilités, la gestion de l'eau, la végétalisation ou encore la prévention des risques. Ça se traduit aussi par des projets structurants. On en a largement parlé la dernière fois, mais ce sont des projets très ambitieux. Énergie Vallée, la ferme solaire de l'Arbois, l'écoquartier de la Constance, la rénovation d'Ancagnane et du Faubourg, et notre ambition de refaire d'Aix une véritable cité thermale.
Je parlerai aussi de l'évolution des outils du quotidien, l'éclairage public vers 100% de LED, les îlots de fraîcheur ou encore la commande publique. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. En 2025, 62% de nos marchés publics comportent une clause environnementale et c'est un chiffre qui est en très forte progression puisque l'année précédente, on était à 53%. J'aimerais aussi souligner qu'on n'est pas seul et que cette démarche, elle est très largement accompagnée et validée par des tiers, puisque nous mobilisons près de 39 millions d'euros de financement vert sur plusieurs années, dont plus de 6 millions dès cette année, dès 2026. Et ce sont des partenaires finalement qui quelque part analysent nos actions et les certifient, puisque ces partenaires institutionnels qui nous accompagnent sont la région Sud, le département, le Fonds vert, l'Agence de l'eau et FEDER. Chaque subvention, j'insiste vraiment là-dessus aussi, elle est accordée, chaque financement qui est accordé finalement représente une validation extérieure de la solidité de notre action. Ces financements, ils traduisent finalement un point essentiel à mon sens. Nos projets sont solides, ils sont alignés avec des priorités qui sont à la fois nationales et européennes. Le budget vert joue ici un rôle structurant, il permet d'objectiver nos choix, de mesurer notre trajectoire dans le temps, c'est important de le souligner encore et encore, et de garantir la cohérence entre nos engagements et nos décisions budgétaires. J'aimerais conclure sur le fait que ce budget vert est vraiment une trajectoire de long terme que nous construisons ici avec exigence et surtout, ça aussi, quand on parle de développement durable, c'est extrêmement important, avec l'humilité nécessaire pour continuer à progresser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. Alors maintenant, on va passer aux observations, remarques. Agnès Doré. Merci Madame le maire, merci Madame Auger et merci aux 5 élus qui nous ont présenté ce budget et également aux services évidemment qui l'ont élaboré. Je dois dire que nous avons un point d'accord sur le constat, le désengagement de l'État avec la dotation globale de fonctionnement qui a baissé. D'ailleurs, moi, au moment du débat d'orientation budgétaire, c'était sorti 2 jours avant. Moi, j'avais noté 9 millions 100. Vous vous dites 9 millions 700, tant mieux. Mais moi, j'avais vu 9 millions 100. Bref. Il y a les injonctions de l'État aux collectivités de dire, nous, l'Europe nous impose à l'État de faire des économies. Et bien maintenant, c'est aux collectivités, alors qu'elles ne sont pas déficitaires, l'État donne une injonction de réduire les dépenses, sinon il menace de baisser encore les dotations. Donc effectivement, sur ce constat, on a un accord. Là où on a un désaccord, c'est sur la bataille des finances à mener, sur les solutions à trouver et sur l'impact sur les Aixois. Vous dites que c'est un budget résilient. Bien certainement, compte tenu du contexte, vous expliquez le contexte international, les conflits armés, donc évidemment l'impact sur le prix de l'essence, sur les fluides, voilà, l'inflation et au niveau national, donc on vient de le dire, le désengagement financier de l'État qui continue en plus de décentraliser des missions. Après, vous dites un budget volontariste et là, je me suis demandé, Madame Auger, ça m'a éclairé. Le volontarisme, c'est quand même un courant de pensée ultralibéral. Vous qui affectionnez particulièrement Frédéric Bastiat, je crois qu'on a une salle Frédéric Bastiat en plus. Hein, c'est pas innocent, donc voilà. Donc le volontarisme, c'est trop d'État, stop, l'État c'est un gros mot, et vive la propriété privée. Donc ça m'éclaire un petit peu sur la suite, effectivement, puisqu'il a fortement influencé les théoriciens du volontarisme. La deuxième explication du volontarisme, c'est qu'en fait, on se donne des objectifs dont on sait qu'on ne pourra pas les atteindre. Et là, c'est plus inquiétant quand même. Mais je ne pense pas. Je crois que c'est la première solution. Alors, face au désengagement de l'État, vous dites que pour préserver le pouvoir d'achat des Aixois, vous n'augmentez pas, bon, la taxe foncière, on vient d'en parler, même si, alors là, j'ai un gros désaccord sur l'obscurantisme et l'opacité des impôts. Là, vous savez ma profession, moi je ne suis pas d'accord, mais ça sera un autre débat. Sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, comment ?
ouais, on discutera. Ouais. Sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, vous voulez préserver le pouvoir d'achat, donc vous ne l'augmentez pas. Mais préserver le pouvoir d'achat de quels Aixois? Parce que déjà, faut-il être propriétaire et faut-il être multipropriétaire? C'est quand même pas la plupart des Aixois. Donc moi, nous disons que vous faites des choix de préserver le pouvoir d'achat de certains Aixois. Parce que à côté de ça, on continue de payer la pénalité SRU. Alors, en commission des finances, on en a parlé. C'est vrai qu'il y a un effet pervers de la loi SRU qui fait que, même si on a fait l'effort l'année précédente, la pénalité peut être quand même plus importante par un certain mécanisme. N'empêche qu'on n'est toujours pas aux 25%. Ça, c'est préserver le pouvoir d'achat des Aixois les plus précaires quand même. Madame Auger, pour vous faire plaisir, maintenant, je lis une autre presse, je lis les Échos, je lis l'Institut Montaigne, les publications, et même les Échos disent que 70% des Français sont éligibles au logement social. Donc je pense qu'à Aix, on doit être dans la moyenne, à mon avis. Donc le logement social, très très important. La ville décide de maintenir le niveau des subventions du secteur associatif, pas de l'augmenter. Idem pour les centres sociaux, alors que ces structures participent à la cohésion de notre société par leur action éducative, sportive, sociale. Ça a été décrit par les élus précédents. Et tout simplement, eh bien, ils exercent la solidarité. Et on est bien obligé de constater que dans la période, ça participe à l'amélioration du quotidien des Aixois. Alors vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous battez pas, vous menez pas la bataille des finances, y compris à la métropole. Bon, on vote pas le budget, bon, c'est un autre débat, on va pas le faire ici, mais il y a des solutions d'aller chercher l'argent là où il est quand même. Évidemment qu'on va pas taper sur les pauvres Aixois qui sont déjà dans la difficulté, mais enfin il y a les grandes entreprises. Il a été question du versement mobilité pour la métropole. Nous avons posé une question à la commission des finances, les services m'ont répondu, la contribution foncière des entreprises pour les locations meublées, il y a une exonération jusqu'à ce que le PCI prenne une délibération contraire qui n'exonère pas les locations meublées. Je veux dire, les locations touristiques dans la région, dans le département, il y a ce qu'il faut quand même, ça pourrait être une source de revenus. Voilà, donc on n'est pas d'accord évidemment sur les solutions. Vous, ce que vous faites, vous adaptez, vous dites, ben voilà, on n'a pas le choix, et c'est la vérité, en l'état, comment faire ? Alors on maintient, on n'augmente pas. Les investissements, comment on va les financer ? Eh bien, en partie en vendant encore du patrimoine, avec l'hôtel, comment il s'appelle ? L'hôtel de Michaelis, rue Venelle, 12 millions de nouveau. C'est 12 millions à chaque fois, mais ça passera sûrement en commission de cession du patrimoine, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Les emplois municipaux, on ne réduit pas la masse salariale, mais il y a quand même presque une centaine d'emplois qui ne sont pas ouverts, là, qui ne sont pas pourvus. C'est dans une autre délibération. Donc, mine de rien, ce n'est pas des suppressions d'emplois, mais budgétairement, on diminue les dépenses de fonctionnement. Donc ce sont des choix politiques que vous faites et avec lesquels, évidemment, nous ne sommes pas d'accord. Nous disons que, effectivement, le désengagement financier de l'État, c'est intolérable. Nous disons qu'il faut prendre l'argent où il est. Et évidemment, de ce fait, nous voterons contre ce budget. Merci beaucoup Agnès. Cyril Diméo avait demandé la parole, je crois. Ou monsieur Tessier. Pardon. Les deux, vas-y. Les deux. Alors, je pense qu'ordre de priorité, c'était monsieur Tessier. Oui. Donc. Magali aussi. Alors, c'est moi, pardon, je me remets de l'émotion d'avoir entendu Agnès citer les Échos, ce qui dit assez l'état d'esprit d'ouverture de notre groupe et la façon dont on entend travailler. Mon intervention porte sur l'école et je m'associe au remerciement d'Agnès sur le travail effectué par les services et par nos collègues élus que je salue au début de mon intervention. Nous constatons aussi, pour nous en féliciter, que le passage sur la compétence de la ville en matière d'ouverture et de fermeture d'écoles, de classes, a été retiré du rapport global, comme annoncé et convenu lors du conseil municipal précédent, enfin le précédent. Nous en prenons acte et puis nous en remercions Madame le maire. Et à propos d'école, mon intervention porte sur la fermeture de l'école maternelle Campra. L'école maternelle Campra, c'est la dernière école maternelle publique du centre-ville intramuros.
Sa fermeture l'inscrit dans le bilan global négatif, puisqu'à Aix, les chiffres de l'inspection académique donnent un bilan final de 8 fermetures d'écoles et de classes. Et de notre point de vue, cette fermeture de la maternelle Campra n'est ni justifiée ni justifiable et il nous faut intervenir. C'est, je l'ai dit, la dernière école maternelle publique du centre-ville. Sa fermeture occasionne pour les familles des désavantages qui sont des désavantages évidents, puisqu'ils vont devoir aller plus loin, ils vont devoir aller ailleurs, ils vont parfois devoir aller ailleurs et plus loin en utilisant leur voiture. Et donc, d'une certaine façon, quand on garde une maternelle publique ouverte dans le centre-ville intramuros, on dit quelle sorte de centre-ville on veut. On dit pour qui on veut que le centre-ville puisse être vivable. Le problème en même temps est un problème plus vaste, parce que l'école publique, c'est évidemment le lieu de l'apprentissage, mais c'est beaucoup plus que ça. L'école publique, c'est le lieu où les élèves apprennent, c'est le lieu de l'assistante sociale, c'est le lieu de l'infirmière scolaire, c'est le lieu de la médecine scolaire, et puis de façon parfois plus préoccupante, c'est aussi le lieu de la cantine, c'est-à-dire pour certains enfants parfois le lieu où l'on est assuré de faire un repas chaud qui parfois est le seul de la journée. L'école publique, c'est beaucoup plus que l'école. C'est l'école et l'ensemble des services qui sont afférents à ce qu'offre le service public dans sa globalité. Et donc, de ce point de vue-là, l'école publique, ça n'est pas simplement un service public, c'est un projet de société. Et la question que nous on pose, confrontés à la décision prise par l'inspection académique de fermer l'école maternelle Campra, qui est, je le répète, la dernière école publique du centre-ville, et j'insiste sur école publique, parce que ça signifie qu'on cède encore une fois de plus des pans entiers de la responsabilité éducative de l'État, qui est une responsabilité nationale, au secteur privé. Cette décision de fermer l'école publique Campra va à l'encontre... Je termine. Pardonnez-moi, mais il est vrai qu'on déborde un peu du cadre. Donc, s'il faut être un peu concis, je termine. Cette décision ne relève évidemment pas de la responsabilité de la ville, qui n'est pas décisionnaire, tout le monde le sait ici. En revanche, la ville, si elle ne peut pas tout, elle ne peut pas rien non plus. Elle peut par exemple intervenir auprès du DAZEN pour demander que cette fermeture soit remise en cause. Elle peut apporter son soutien aux parents d'élèves qui d'ores et déjà ont commencé à rentrer dans l'action et qui le seront ce mardi en organisant une nouvelle action. Donc nous demandons à la mairie d'Aix-en-Provence de s'engager fermement aux côtés des acteurs, à commencer par les parents d'élèves, qui s'opposent à la fermeture de l'école publique maternelle Campra. Merci Monsieur Tessier. Cyril Liméo, puis Magali Bayeul. Madame la maire, mes chers collègues, une petite question sur la fiscalité. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a évoqué Agnès de la taxe d'habitation des résidences secondaires, dont nous pensons qu'une partie des villes, et certaines villes de droite comme Cannes ou Nice, sont capables de le faire, et nous aurions souhaité que ça soit fait à Aix-en-Provence. Mon sujet, c'est la taxe de séjour. Nous percevons 3 200 000 € de taxe de séjour. La règle à Aix-en-Provence est un plafonnement à 4 € hors taxe additionnelle de cette taxe de séjour. Ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui louerait une chambre à l'hôtel Renaissance pour 400 € aurait une taxe de séjour d'à peu près 4 €. Et ça voudrait dire que quelqu'un qui louerait une nuitée dans un camping à Aix-en-Provence à 66 € aurait une taxe de séjour de 4 €. La loi permet, et un certain nombre de villes, là aussi, Cannes, Nice le font, Paris le font, de moduler cette taxe de séjour de 1 à 5% du montant sans plafonnement. Ça veut dire qu'il est possible, par exemple à Paris, si vous aviez un Airbnb, puisque Paris a fait une taxe différente selon la nature des logements, qu'ils soient meublés ou pas, et puis selon la catégorie des logements lorsque c'est des logements de type hôtel. Il serait possible, par exemple, de percevoir entre 10 et 15 € sur quelqu'un qui passe une nuitée à l'hôtel Renaissance, et de percevoir 2 € sur quelqu'un qui passerait une nuitée dans un camping. Donc est-ce qu'il serait possible que la ville étudie dans les tarifications de cette taxe de séjour, puisque vous vous vantez que cette ville est une ville touristique, attractive, qu'il y ait une différenciation et une progressivité dans l'usage de cette taxe de séjour, de manière à en partie dissuader le Airbnb et toute une partie du locatif et attribuer un caractère plus social à ces logements. Merci à vous.
Merci Cyril Liméo. Magali Bayeul. Merci. Merci. Madame le maire, chers collègues, comme vous l'avez remarqué, nous aussi, nous nous sommes lancés dans une polyphonie. Donc moi, je suis chargée, au nom du groupe, de faire un focus sur la question du périscolaire. Dans la partie du budget primitif 2026, consacré au projet marquant, un passage a retenu notre attention. Celui qui affirme que la réussite éducative et le bien-être des enfants dans les écoles demeurent au cœur des priorités de la ville d'Aix-en-Provence. Et effectivement, on peut le constater et on peut reconnaître que le plan Bien vivre à l'école, lancé en septembre 2022, a débouché sur des opérations qui contribuent à l'amélioration du cadre de vie scolaire, avec notamment, vous l'avez rappelé, certains des conseillers l'ont rappelé, des adjoints l'ont rappelé, la rénovation thermique et la végétalisation. Il nous semble cependant qu'il manque dans cette présentation un aspect essentiel de la vie des enfants à l'école. Il s'agit du périscolaire. En effet, sachant les attentes fortes exprimées par de nombreux parents d'élèves dans ce domaine, pour une amélioration en termes d'emploi horaire en fin de journée, mais aussi de la nature des activités proposées, il y a d'ailleurs un collectif qui s'est monté et qui a réuni, alors qui a fait un sondage sur ce que souhaitaient les parents d'élèves sur le périscolaire. Ils ont quand même reçu 1400 réponses. 1400 réponses. Ils évaluent à peu près à 25% des usagers, des foyers qui potentiellement peuvent utiliser ce service. Donc ça représente quand même des données très intéressantes et ça permet de faire remonter de façon assez solide les attentes des parents. Donc il y a des attentes. Ces attentes, visiblement, enfin, si on a bien compris, mais peut-être allez-vous nous contredire et on pourrait même s'en réjouir. Hein. Nous, ce qu'on vous demande, c'est dans le budget aujourd'hui, qui est présenté aujourd'hui, on ne voit pas une augmentation des ressources financières et humaines suffisante pour pouvoir améliorer le service périscolaire tel que les parents l'attendent. Ça demande un vrai investissement. Donc on en conclut que pour la rentrée 2026, ce ne sera pas le cas. Donc si notre hypothèse est la bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'instant d'évolution du périscolaire, c'est-à-dire pour la rentrée 2026, nous avons une question. Enfin, nous en avons d'ailleurs plusieurs, elles seront enchâssées. Dans ce cas, est-ce que cette évolution, qui demande un investissement important, est programmée pour la rentrée 2027 ? Et si oui, quelles seront les grandes lignes de ces améliorations ? Merci pour votre attention.